E=RG2 est une présentation de Costco Maltese. Costco Maltese, la référence depuis plus de 40 ans pour le pirate gentilhomme. Vous y trouverez de tout pour un esprit sain dans un corsaire. Cette semaine, profitez de notre rabais sur la boîte de 25 bijoux pour les flibustiers avec une femme dans chaque port. Surveillez l'ouverture de notre nouvelle succursale aux îles Salomon. Devenez membre avant le 31 août et recevez la bibliographie complète de Rimbaud. Suivez les aventures de Raspoutine sur notre page Facebook. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de CKRL 89.1. On est mardi soir, il pleut, et ça veut dire une chose, E=RG2. Ça rime. Ouais, c'est le fun qu'il pleuve à nouveau. Je m'ennuyais de ça. Ça faisait une couple de mardi qu'il n'y avait pas plu. Pour moi, c'était comme mon... c'était ma balise. Ton repère. Mon repère. Enfin, oui, donc c'est l'été, on parle BD bien sûr, parce que qui dit été dit BD. Et ce soir, on va parler un gros programme. On va parler de Corto Maltese et à la face cachée de la BD, on va parler de Tom Gold. Autour de la table avec moi, Olivier Morissette. Salut. Tania Beaumont, salut. Allô. Et François Jean. Ben oui. François Jean de retour avec nous. Hey, je suis sorti de mon cercueil. Salut. Ben oui, t'étais dans. Ben oui. Guillaume Plante n'est pas là ce soir parce qu'il a regardé le soleil directement. Il a l'éclipse hier. Il a regardé l'éclipse direct avec ses yeux. Ouais. C'est ça, il est aveugle. Il n'était pas caché beaucoup ici, non, comme 15%. C'était mollo. Ouais. Mais bon, il l'a fait quand même. Ben oui. Puis après ça, il est allé sauver Tintin. Oui, exactement. La journée de l'éclipse. Sur son poteau. Ben oui, c'est ça. Toi, ça fait quand même longtemps qu'on t'a entendu à l'émission. Ça fait 2 semaines que je suis à la frontière canado-mexicaine dans un cercueil. Ouais. T'es passé à la ruée vers l'or. Ouais, parce qu'il y avait un trésor de caché. Oui. Puis non, hein, il y en avait pas finalement. Fait que j'ai juste été enterré à manger des vers et je suis de retour parmi vous. Ah ben super. Je suis très heureux d'être là. On est très content de te retrouver. Sain sauf un peu. T'as le teint un peu blanc. Ben, t'as l'air bien quand même, comparé à l'année passée. Là. Ah ouais, c'était pas une petite année. De vitamine C. Pour moi, c'est une petite année, ça. Ouais. Ouais, l'an dernier, ça a été plus raide. On te ménage. Ouais, on va te garder longtemps avec nous. Oui, ben en fait, c'est quoi l'émission pour ceux qui se joignent à nous? Eh bien, on a 2 segments. On a la face cachée de la BD où on prend une BD moins connue, un truc, une vieille affaire, une curiosité, et on la remet au goût du jour, on en reparle. On espère que vous allez la découvrir, sauf le caméra café où Tania avait oublié. J'avais mal compris le concept. J'avais pas essayé. Celle-là est pas bonne. Non, c'est ça. Non, j'étais parti. Et également le segment Pour le meilleur et pour le pire, où on prend une série classique de bande dessinée et on va sur Internet, sur les sites les plus populaires de critiques, de notes. On analyse donc tout ça, on prend les notes, on détermine selon l'Internet, cette BD-là, et c'est la meilleure de la série, et celle-là, c'est la pire de la série. On lit les deux, et on vous en parle. Donc ce soir, c'est Corto Maltese. Et c'est Corto Maltese, le meilleur selon l'Internet. Corto Maltese en Sibérie. Et le pire selon l'Internet. C'est le plus récent album, le dernier en date, qui est Sous le soleil de minuit. Vous pouvez également nous contacter sur Facebook. On est disponible tout au long de l'émission. Si vous avez des questions, des commentaires sur le facebook.com/RG, CKRL, RG comme RG, l'auteur, HERGE, CKRL. On vous pose même une question ce soir, une question très très importante. Ça va être très important. Oui. C'est de savoir qui est le pirate que vous préférez. Exactement. Entre il y a Corto Maltese, il y a Jack Sparrow et évidemment Capitaine Crunch. Capitaine Crouch. Capitaine Crouch. En fait, même qu'on se demandait un peu hors d'onde si c'était vraiment un pirate, on a décidé que oui. Oui, c'est un pirate. Ouais, c'est un pirate. On a décidé que c'est un pirate. Il manigance des choses, il cache des trucs dans les boîtes. Mm-hmm. Alors ça, c'est sur la page Facebook. Répondez, c'est très important. Ouais, ça peut déterminer bien des choses. Ah oui. Mais je fais du pouce là-dessus. Hein? Je crois que la semaine prochaine, c'est notre dernière de la saison, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi un mandat pour les gens en ligne de nous donner quand même une certaine inspiration pour la semaine prochaine, n'est-ce pas? Exactement. Donc, la semaine prochaine, on cherche... Écoutez, on va voir comment on fait ça, mais je pense qu'on a déjà notre pire. On pense l'avoir trouvé. Je pense qu'on l'a pas mal trouvé.
On a eu des suggestions déjà pour un bon album. On cherche que ce soit une série, que ce soit un album, un auteur. On veut juste une bonne suggestion pour la semaine prochaine. Parce que le pire, je pense qu'on l'a. Là. On le tient. Il est quelqu'un. Ouais. Il est quelqu'un puis il est quelque chose. Il est les deux. Il est toutes sortes d'affaires. Ouais. Oui, donc c'est ça sur la page Facebook. Allez-y. C'est là que vous pouvez nous rejoindre, même pendant l'émission. Également pendant l'émission, si vous êtes sur Twitter, comme à peu près personne, vous pouvez communiquer avec nous sur le célèbre hashtag Matraquemol. Qui est encore très libre. Oui, et d'ailleurs, cette semaine, il y a de la place particulièrement. Donc, on fait même un 2 pour 1 pour le hashtag Matraquemol. Tweetez hashtag Matraquemol, on vous retweet, donc automatiquement, on en a 2. C'est 2 pour 1, donc lâchez-vous là, c'est même en balado-diffusion, il n'y a pas de problème. On vous répond normalement comme juste la semaine d'après, parce que à part les mardis, on va pas souvent dans le hashtag Matraquemol, mais sinon, n'hésitez pas à le faire. Et on soupçonne toujours les gens qui sont sur Twitter d'être les mêmes qui nous téléchargent sur Google Play. Exactement. Donc, peu nombreux. Peu nombreux. Mais on peut même pas avoir d'alerte pour les hashtags. Non, en fait, il faudrait utiliser une application tierce. Ah ouais, ben là. Comme Hootsuite, par exemple. Avec des noms comme ça. ça donne le goût, hein. Ça, j'ai de la pratique avec les commandites. Alors, on a parlé de balado-diffusion. L'émission est évidemment, comme toute bonne émission qui se respecte, est disponible en balado, en podcast sur iTunes et sur Google Play. Si vous aimez ce qu'on fait, donnez-nous un petit... allez nous mettre une note, un commentaire, ça serait bien gentil. 5 étoiles Michelin. 5 étoiles, oui. Exactement. C'est moins difficile d'avoir des étoiles iTunes que des étoiles Michelin. De ce que je comprends. Ouais, j'imagine. Je suis pas cuisinier, mais bon. Quoi qu'il y a peut-être quelqu'un du guide iTunes qui écoute comme client mystère. Je sais pas. Je sais pas. Ça sera à surveiller. Je sais pas. Donc, la face cachée de la BD. La face cachée. On commence par la face cachée de la BD. Ce soir, la face cachée, c'est Tom Gold. Tom Gold, vous savez pas c'est qui? Nous, en tout cas, on est quand même des pas pires fans autour de la table. Tom Gold, c'est un Écossais. C'est un en anglais, ils disent un cartooniste. Il y a pas vraiment de... Comment on dirait ça? Un cartoniste. Un gars qui fait des cartoons. Un gars qui fait des cartoons. Il y a eu, c'est ça, c'est un gars qui fait... Parce que c'est à mi-chemin entre la bande dessinée puis la caricature. C'est ça. Le dessin de presse. Ouais. C'est ça, c'est du dessin de presse. On le voit beaucoup dans les... il fait beaucoup de petits strips, de petites... On en voit passer sur Facebook souvent, d'ailleurs. Ouais, il publie dans le Guardian en Angleterre, dans le New Yorker, publié à plein de places, dans le New Scientist. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, c'est un propos un peu de niche, hein, souvent scientifique ou scientifique littéraire. Littéraire, oui, tout dépendant de où il est positionné, c'est ça. Il peut être très accessible aussi là. Il y a un strip la semaine passée qui portait sur Game of Thrones, qui était vraiment at large, puis qui expliquait que les personnages qui sont dans la série apparaissent pas qui sont dans la série dans les livres, apparaissent pas dans la série télé nécessairement, puis c'est super bien fait là, d'ailleurs, son petit strip là. Mais moi je pense qu'au contraire, il y a probablement beaucoup de gens qui ont déjà vu ces trucs. Ouais, je pense que oui. C'est très, on reconnaît le style aussi là. C'est ça, c'est un style, c'est très épuré, c'est très géométrique. Ouais. Hein, c'est des ronds, ils vont faire des ronds pour les têtes, des triangles, c'est très très épuré. La couleur va être très unie aussi. Exactement. Là. Ça va être des tons, des teintes. En tout cas, je connais ça. Olivier a dit un mot, je pense que c'était ça. T'es allé voir l'article Wikipédia sur Cartoon. Mais la BD dont on veut vous parler plus particulièrement, c'est Goliath, qui est une BD qui est parue en 2012. L'univers de Tom Gold, outre les strips qui sont justement très littéraires ou scientifiques, ou tout dépendamment tout dépendamment du médium, ces histoires à lui, c'est particulier, c'est très... en fait, Goliath, c'est l'histoire de David et Goliath, du point de vue de Goliath. Si Goliath était une espèce de gentil géant, un peu naïf, c'est très... comment on dirait ça? C'est pas blasé, c'est très quotidien. Ouais. Les gens se parlent... Le quotidien de Goliath. Ouais. Les gens se parlent, ils ont des dialogues très anodins. Ouais. Tu sais, c'est anodin, ils se disent bonjour.
il y a pas de grands dialogues, c'est pas épique, c'est pas Ben-Hur. On pense à David et Goliath, on pense à Ben-Hur, on pense à ces genres de grands... Peplum. Ouais, des grands peplums. T'avais tellement envie de dire le mot peplum. J'aime ça dire ça. Ouais, on pense à ça, mais alors que lui, sa version à lui, c'est très, très, très banal. Ouais. C'est la vie, là, mais de Goliath. Ouais, exactement. Là. Goliath, il va à la pêche, il se promène, il rencontre un soldat, tu sais, comment ça va? Ça va. Puis là, il reçoit une demande, bon, ben, tu vas être notre champion pour affronter nos ennemis. OK. Puis là, ça continue, puis OK, ben, je vais faire ça. Puis il rencontre... Là, dit de même, là, ça a tellement de l'air dol, là. Ouais, mais ça c'est pas. si bon. Ouais, c'est d'exploiter le quotidien. Exactement. Là, la banalité, la banalité, vie. mais l'ordinaire. Ouais, exactement. Dans une façon qui en vient drôle aussi, là. Oui, c'est très drôle, c'est très... là, j'ai encore juste des mots anglais. Ils disent deadpan en anglais. C'est tous des mots qui se traduisent pas, là, je m'excuse. François Jean, toi, qui trouve des stylo mort. Non, c'est plutôt un poilon. Ah, les pannes, c'est ça, un poilon. Un poilon mort. Okay. Mais c'est ça, c'est très... linéaire. Ouais, linéaire. Il y a pas de grandes émotions dans ces choses. Hein. C'est toujours très... C'était comme un accord un peu, là, mais... Ouais. Puis c'est toujours un peu, je trouve, à côté du gros événement. Comme là, par exemple, on parle de Goliath, mais aussi Moon Cop, qui est quand même un récent. Police lunaire, qui est paru l'an dernier. Ça, c'est une police qui est sur la Lune, mais une fois que tout le monde la colonisation de la Lune est passée, là. Fait que ce qui a été épique sur la Lune est passé, puis là, ben, il reste juste du quotidien. Il reste genre un Tim Hortons ou il reste un magasin de beignes. Quelques habitants restent là, puis lui, ben, c'est une police dans un monde vide. Il y a personne, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'intimement, tout le monde aime bien des lieux communs, puis des histoires simples, puis on veut juste pas se l'avouer, tu sais. On est tout le temps là à dire, moi, j'aime ça, les gros super-héros qui se donnent des coups de poing puis qui volent, mais Mo, t'as dit que c'est bon lire une histoire simple qui va juste traiter de ça, tu sais, de cette simplicité. Ouais, c'est ça, ben lui, il prend... Non, vas-y, j'allais dire, c'est un peu l'ordinaire d'un événement extraordinaire. Ouais. Il y a le gros, il y a le wow, il y a l'épique, il y a l'extraordinaire, puis il y a ce qui se passe à côté quand la poussière est retombée ou ce sur quoi il n'y a pas le focus parce que les gens vivent quand même autour de ce grand événement. Si on compare avec une histoire, un film justement de super-héros, ben quand il y a Superman qui va sauver tout le monde, mais les gens ils vivent quand même autour là, dans la ville. Donc ça serait ça, c'est les gens autour dans la ville qui vivent pendant que ça se passe. Oui, d'ailleurs, même de son travail est très, très reconnu, ça. Vous avez peut-être vu souvent de ces BD partagés sur Facebook. 2 fois sélectionné au Festival d'Angoulême, quand même, dans la sélection officielle, justement pour Police lunaire, Moon Cop, et pour Vous êtes tous jaloux de mon jetpack, qui est le meilleur titre de bande dessinée de tous les temps. Au monde. Qui est en anglais aussi, qui est bon aussi en anglais. You're all jealous of my jetpack. Celui-là se traduit bien. Ouais. Donc 2 fois sélection pour Angoulême. Vous êtes tous jaloux de mon jetpack, c'est un recueil. C'est un recueil de ses chroniques. De ses chroniques. Et qui est très drôle aussi en français. Moi qui est un peu snob de la version originale, je l'ai lu en français au départ. Et c'est très drôle aussi en français. C'est bien traduit. Ça se traduit bien aussi, ouais. Je pense qu'il y a un humour un peu universel, finalement. Dans toutes les langues, c'est drôle. Ouais, puis ça, sa première BD qui s'appelait, c'est peut-être pas sa première, mais en tout cas, qui a été réédité récemment, qui s'appelle Vers la ville, qui était To the City aussi. C'est un peu encore dans la même continuité que Goliath ou Moon Cop. Mais c'est 2 paysans. C'est 2 paysans qui sont... On sait pas trop l'époque, c'est peut-être au Moyen-Âge, peut-être pas, tu sais, l'époque est pas claire. Ils disent faudrait aller en ville, tu sais, faudrait déménager en ville. Puis ils disent pourquoi? Ben parce qu'il faut déménager en ville. Là, toute la BD, c'est les 2 gars qui s'en vont vers la ville, puis à la fin, ils arrivent en ville. C'est si simple. C'est ça. C'est tout. Puis ils arrivent comme plein d'affaires un peu loufoques, puis pas vraiment non plus. Ouais. Mais c'est ça, une espèce de banalité intéressante. Là.
Je trouve que c'est un style qui est assez moderne, puis je pense qu'il va plaire beaucoup aux gens qui sont amateurs de webcomics aussi. Oui. Hein, ça a une certaine parenté avec des trucs comme XKCD, puis des BD qui sont simples, mais en même temps des fois il y a un deuxième degré aussi là-dedans. Puis je pense qu'il y a un petit peu plus de recherche au niveau du dessin, peut-être, au niveau du style. Souvent, ces BD-là, le style est peut-être très, très... C'est sûr que si tu parles d'XKCD, voilà, c'est des bonhommes allumettes. Ben, c'est ça, c'est beaucoup du bonhomme allumette. Mais du minimalisme. On recherche beaucoup le gag. Mais lui, il allie le gag avec le style aussi. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est plus que du minimalisme. Il y a vraiment une direction artistique qui est aboutie. C'est ça le terme. Ouais, exactement. Voilà. Ben oui, peut-être un mot final sur Tom Gold. Ben, il y a une parution à l'automne. Oui, Breakfast with Kafka, qui va être un autre recueil de ses chroniques. Oui. Qui est paru dans le journal, donc des petits strips. C'est vraiment très drôle. Ouais. Puis en plus, là, je veux vraiment pas dire n'importe quoi, mais vous êtes tous jaloux de mon Jetpack, c'était aux éditions Alto, donc à Québec ici. Oui. Je sais pas si Déjeuner avec Kafka, je sais pas, c'est faudrait le voir. cas. Fais allier tes contacts. Sinon c'est Drawn and Quarterly. Oui, c'est ça, c'est Drawn and Quarterly. Il était ce gars-là, il était édité à Montréal. À Montréal, oui. Ouais. Drawn and Quarterly, qui est un éditeur montréalais très, très en vue, qui est un peu peut-être le pendant anglophone de La Pastèque. On pourrait dire ça. Ouais, on pourrait dire ça. Ça existe peut-être, je pense, depuis très longtemps, Drawn and Quarterly. Ouais. Qui est aussi une librairie à Montréal. Donc, c'est vraiment un gars intéressant. Puis, écoutez, au Salon du Livre, il était là il y a 2 ans, peut-être, 2-3 ans. Écoute, il n'y avait pas personne. Hey. Il était tout seul dans son coin, pauvre gars. Pauvre petit. Il parlait anglais. Écoute, avec notre reach, là, avec notre portée, on va... Le prochain coup, là, ça va être la file. Mais d'ailleurs, sur la vie en BD, il y a Raymond Poirier qui avait fait une longue entrevue avec lui, d'ailleurs. Donc, sur le blog de La vie en BD, là, il y a toujours possibilité d'aller réentendre une entrevue avec Tom Gold, si vous voulez en entendre plus. La vie en BD, qui est l'émission sérieuse de bande dessinée de CKRL. Exactement. Contrairement à la nôtre. Ouais, alors, suivez-le. Il est sur Instagram, il est sur Twitter, il est sur Facebook. Vous pouvez suivre tous ces petites bandes dessinées. Ça pop, ça se lit, il est sur Instagram aussi. Ouais, ça se lit tout seul. C'est vraiment bon. Ça se lit très rapidement. Poup. C'est notre recommandation. La recommandation de Égal RG2. Oui. Écoute, on met le saut. Ouais, exactement. Faut s'acheter un seau, hein. Mets ça sur la liste. J'ai pas le temps d'aller chez Seau en gros, là. Ça sera pas long. C'est pas grave. Mais oui, ça va être chez Alto en cuisine avec Kafka. Donc, c'est à surveiller une sortie. Octobre 2017. En tout cas, en anglais, c'est octobre 2017. En français, je sais pas. C'est apparaître le 10 octobre 2017. Ça prend juste une semaine à le traduire. S'il y a des gens qui veulent me faire un cadeau. C'est Google Translate à cette heure. Hein? C'est ça. Je mets ça là-dedans. C'est super facile. Donc, voilà, pour Tom Gold, ça clôt le dossier. On aime beaucoup. On aime beaucoup Tom Gold. On va écouter une chanson et après on va parler de Corto Maltese. On va écouter Dumas avec le titre de chanson le plus long de l'histoire de la musique. C'est Transsibérien Express. Et là, il y a 3 noms de villes que je ne dirai pas. Donc voilà Dumas.
på tåg. Natten varar. Dumas avec Transsibérien Express, entre parenthèses, Novosibirsk, Irkoutsk et Vladivostok. Irkoutsk qu'on connaît à cause du jeu de risque. Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai pensé à ça puis je me sentais chez nous. Vous êtes toujours sur CKRL, c'est l'émission E égale RG2. On parle de BD tout l'été et ce soir, spécifiquement, on parle de Corto Maltese pour la série, la chronique plutôt, pour le meilleur et pour le pire. Je vous rappelle pour ceux qui se joignent à nous. Corto Maltese, ne pas confondre avec Corto Man Teasers, qui est une friandise. Non, teasers. Ça va être peu pertinent, ce que je veux dire. Moi, j'aurais plus dit ne pas confondre avec le groupe Coco Méliès. Ah, ben oui. Mais aussi. à chacun ses référents. Hein. Confondez-le pas avec rien. Non, ça, Hein, c'est un personnage. Donc, on va sur Internet, sur les sites de notes. On prend la meilleure note et la pire note d'une série donnée. On lit le meilleur et le pire et on vous en parle ce soir. Donc, Corto Maltese en Sibérie et Corto Maltese sous le soleil de minuit. Je suis toujours en compagnie de Olivier Morissette, Tania Beaumont et François Jean. Et mon nom est François Angers, je le dis jamais. Non, c'est bon, bon. J'apprends ça. C'est comme, mettons, tu sais, dans un band, là. Oui. Tu sais, le chanteur, il va dire, tu sais, au drum, tel. Il y a personne qui dit le nom du chanteur, jamais. À l'habitude, c'est le bassiste, là. Ou c'est le nom du band. C'est comme... Je suis Brian Adams. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est ça. C'est pas grave, là. Hein? Merci François Angers. Mais non, mais merci François Angers. Je faisais pas ça pour ça, là. Ouais. Pas de problème. Poursuis ton animation, François Angers.
En tout cas, donc, Corto Maltese, qu'est-ce que c'est? C'est une série européenne, c'est italienne même, créée par Hugo Pratt. Qui n'est pas du tout un nom qui fait italien. Non, je le sais, mais c'est son nom pareil. On dirait qu'il joue dans le nouveau film des... Allons, on le laisse faire. Ouais, donc Hugo Pratt, qui est un vrai Italien, et c'est son vrai nom. Une série commencé dans les fins des années 60. Donc, lui, en fait, ce qui est très intéressant dans cette série-là, c'est l'auteur, parce que l'auteur, c'est carrément le personnage. En fait, il aurait aimé être probablement Corto Maltese, puisque les aventures de Corto Maltese sont très reliées à des endroits où il a visité, des endroits où il a vécu. C'est vraiment intéressant. Donc, Hugo Pratt est né dans les années 20. 1927, et il a vécu à plein de places. Il a vécu à Venise. Il y a une aventure de Corto Maltese à Venise. Il a vécu en Éthiopie. Ça te semble être justement son point de chute, là. Oui, exactement. C'est ça. C'est un peu comme l'auteur. C'est là que se ressource. C'est un peu l'avatar de l'auteur. Il a vécu en Éthiopie, parce que son père était dans l'armée italienne. C'est à l'époque où l'Italie a conquis l'Éthiopie, donc il est allé vivre avec son père en Éthiopie. Pendant la guerre, disons que l'Italie, il était pas du bon bord. Donc, il s'est passé un paquet de choses. Après ça, lui, il est allé vivre en Amérique du Sud, en Argentine. Il est allé à Londres. Il y a des aventures en Angleterre. Il y a des aventures en Amérique du Sud. Il est parti vivre en France. En Suisse, il y a une aventure qui se passe en Suisse. Il est décédé en 1995 à l'âge de 68 ans. Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment le personnage de Corto Maltese est vraiment relié à Hugo Pratt. Donc, c'est carrément, ouais, c'est un peu c'est un peu l'auteur qui aurait aimé ça. La projection. La projection. Ouais. C'est quand même une belle projection, là, comparé, mettons, à Roger Deloux, que lui, sa projection, c'est Paul Pitron. Ouais. Un elfe. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on a la projection qu'on se dessine. Qu'on se dessine, exactement. Est-ce que vous connaissiez ça un peu, Corto Maltese, avant la pause, d'un petit tour de table? Moi, j'ai une drôle de... Mais ma relation avec Corto Maltese, c'est que je suis allée en voyage à Venise. Puis j'étais tombée sur un guide de voyage qui était sur les traces de Corto Maltese. Que j'ai pas lu finalement. Mais voilà, c'était à ce moment-là que j'ai découvert le personnage. C'est tout. Sinon, moi, seulement de nom, là, je savais que c'était une série populaire, importante, mais je n'avais pas lu avant, malheureusement. Vous, Monsieur Jean? J'avais aucune idée. Je pensais que c'était un gars de Kenogami qui s'appelait justement Carlos Maltais. Ouais, je connaissais ça un peu. On avait un livre de Géo, la revue Géo, qui est sur Corto Maltese à la maison. C'est ça, mais j'avais lu au fil des années des bribes là, comme ça. Mais non, c'était intéressant de lire ça pour la vraie première fois. C'est une série qui a débuté fin des années 60 dans un magazine italien qui avait été fondé par Hugo Pratt et un ami. La première aventure, ça s'appelait La balade de la mer salée. Première aventure, justement, on connaît un peu les personnages, mais c'est pas lui le héros nécessairement. C'est un des personnages de l'histoire. Il y a Rasputin, son ami Rasputin, l'autre pirate, qui est un peu intense. Il est vraiment intense. On va en parler. C'est un euphémisme. Dans cette première aventure-là, je pense qu'il y a 15 pages de fait. Il a déjà tué l'équipage d'un bateau complet. Il y a beaucoup de meurtres. Un gars. Ouais. Ça meurt. Un gars intense. Ouais. Mais c'est ça, comment on pourrait dire, Corto Maltese, c'est un genre de pirate romantique, voyou, un peu beau bonhomme. Marin. Moi, je disais un pirate hipster. C'est détaché, il lit du Rimbaud. Moi, je trouve que ça en est insupportable. OK. Oh mon Dieu. Ah oui. Je trouve que ça en est insupportable à quel point son émotion est toujours la même. Mais je suis conscient que c'est un figure du héros qui était très forte dans le passé, qui est encore forte aussi dans certaines franchises, là, le personnage qui est toujours cool, qui a toujours le petit sourire, le petit rictus heureux, là, puis au-dessus de ses affaires. Mais moi, il y a des moments là dans les BD dont on va parler où est-ce que ça n'a pas de bon sens qu'il soit encore dans cette émotion-là. Voyons donc. Ben oui. Il explose avec un sourire. Oui, mais
c'est mieux avec un sourire, hein? C'est toujours mieux. Le Joker le disait, if you gotta go with a smile. Ben oui. Ah ouais. Il est relax. Non, oui, il est relax. C'est ça. Il est cool. Il prend la vie. Ben, écoute, c'est un marin, là, tu sais. Ben oui, mais non. Pourquoi un marin serait toujours... Ah oui, des marins, c'est sur des bateaux. Ça sait pas ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Non? Il est dur à Je défendre. sais pas. En tout cas. Ouais. On va en parler, on va avoir une micro-pause. On va en parler un peu plus après cette pause. 89.1. N'attendez plus. Faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que 25 $ et elle est valide pour 1 an à partir de la date d'adhésion. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Le symposium a une formule intéressante. Dans le fond, il y a une douzaine d'artistes qui travaillent dans le même atelier pendant 1 mois. Puis tous les ateliers sont ouverts pendant des périodes définies. Les paysages sur papier de Karine Locatelli au Symposium de Baie-Saint-Paul. C'est vraiment un processus évolutif qui permet au public de vraiment rencontrer les artistes, d'avoir accès à des guides. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Vous êtes toujours sur CKRL, c'est l'émission E égale RG2. On parle de BD et ce soir, on parle spécifiquement de Corto Maltese. On s'était laissé en parlant justement du personnage de Corto Maltese qui est un peu détaché, qui est un peu relax. Je m'en foutisme. Ouais, exactement. Il y a d'autres trucs intéressants sur justement la vie d'Hugo Pratt et de l'histoire de la publication de Corto Maltese. Ça a été publié tout ça dans un magazine italien au départ. Par la suite, il est allé vivre en France. Et la BD de Corto Maltese était publiée dans Pif Gadget. Oh, OK. Le lien se fait pas tout de suite. Hein? Non. Donc, il était publié pendant 3 ans dans Pif Gadget. Puis je pense qu'à un moment donné, il aimait pas le rythme que Pif Gadget lui offrait, là, genre très peu de pages. Donc, par la suite, il a été publié dans le magazine Tintin. Et d'ailleurs, les aventures de Corto Maltese sont publiées chez Casterman. Ça se passe dans les années, début des années, entre les années 10-20, donc au début du 20e siècle, dans la période de Première Guerre mondiale, un peu après. Il y a eu plusieurs films d'animation sur Corto Maltese, et d'ailleurs, ceux qui ont lu la BD Pyongyang de Guy Delisle, qui se passe justement quand Guy Delisle est allé à Pyongyang pour gérer un studio d'animation. On sait que le studio d'animation, à l'étage au-dessus, c'était le studio d'animation où il faisait les films de Corto Maltese. Ouais. Donc, une petite référence là-dessus. Et Hugo Pratt, c'est un franc-maçon aussi. Ah. Ça, c'est quand même intéressant. On en fait mention de la franc-maçonnerie dans l'album, justement. Ouais. Franc-maçon, là, c'est pour ceux qui savent pas trop, c'est comme des chevaliers de colon, un peu plus intenses. Ouais. Maintenant que tu le dis, je vois toutes les pyramides avec un œil dedans dans toutes les cases. Ben oui, mais il y a un peu d'occulte dans la série. Hein. Il y a un peu de symbolisme. Donc, ouais. Ben oui, c'est un franc-maçon. Je sais pas ce qu'il faisait dans les réunions des francs-maçons, là. Peut-être que c'était le gars qui dessinait ce qui se passe, le procès verbal. Ah, peut-être. Je sais pas. Comme dans un... dessinait le procès verbal. Ben oui. Comme au palais de justice. Comme au palais de justice. Je sais non? pas. Ben oui. Il n'y avait pas de marque dans le temps. C'est vrai. Donc, Corto Maltese publié chez Casterman, lui aussi, un peu comme Tintin, qui publie chez Casterman, un explorateur, un aventurier, c'est ça, un peu, comment on disait, un peu hipster, c'est un peu comme je dirais, le cousin, c'est comme le cousin stoner de Tintin. C'est son cousin un peu... Ben, il ressemble vraiment à Jean Leloup en Palazzo. Ouais. Mais ouais, il y a ça, tu sais, Tintin. Ouais, mais la mère Tintin, il est straight. Corto, il est... Mais la mère à Tintin, elle aime pas ça quand Corto il vient à la maison. C'est une mauvaise influence sur Tintin. Ouais, c'est ça. Des fois, il rentre tard. Puis Tintin, il est un peu chaud d'ail. Ouais, non, il aime pas ça. Quoi qu'on voit pas vraiment Corto boire... Non, mais écoute, on présume. Il fume, par exemple. Et il fume. Il doit sentir, là, la clope. C'est ça, il doit puer. C'est ça qui me gosse. Il doit sentir le vieux Fisherman's Friend puis la cigarette. Mais, moi, en tout cas,
Mais c'est un beau bonhomme. Ouais, c'est un beau bonhomme. Ouais. Puis, mais il y a des pantalons blancs, Tania. Toi qui es notre experte, là. Ben, Je veux pas te mettre dans un rôle de la fille de l'émission qui parle de linge. c'est tellement sexiste, ça. Non, mais par exemple, le pantalon blanc, là, on n'a pas vraiment la période, mais c'est correct de porter entre Pâques. Des fois, c'est plus tard, là, c'est pour ça que c'est embêtant. Et l'Action de grâce. Donc, dans la période vraiment estivale, on peut. Par la suite, c'est mal vu et moins à la mode de porter le pantalon blanc. Donc là, il y a peut-être pas dans la bande dessinée la temporalité exacte du mois, mais il est en Sibérie. Donc, c'est comme un peu être en hiver tout le temps, à une place, puis l'autre bord, il est en Alaska. Fait que je pense que c'est inadéquat dans les deux cas. C'est vrai. Contravention de style. OK. Mais ça doit quand même se salir vite. C'est un pantalon. Aventures. Ben, sérieusement, moi, je porte un foulard blanc, puis j'attire tout ce qu'il y a de taches de spaghettis. Ouais. Je sais pas comment il fait. Il tue des gens. Il mange pas de spaghettis. Il explose. Il mange aucun spaghetti. Il mange pas de spaghettis. C'est un Italien. Ben non, c'est pas un Italien. Non, pas lui. Ça. Non, Hugo Pratt est Italien. Il est né d'un père britannique et d'une mère maltaise. Non, c'est pas ça. Ou gitane, en tout cas, c'est gitane. Ouais. Qui vient de l'île de Malte. Exactement. Donc. Et d'un père houblon. Bravo. Continuez sans moi. Donc, le meilleur et le pire de Corto Maltese. Corto Maltese en Sibérie, c'est le meilleur. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, Corto Maltese en Sibérie? Olivier Morissette. Oui, Corto, au début de Corto Maltese en Sibérie, là, est interpellé par une organisation là secrète là de asiatique là. On pense les Lanternes Rouges. On pense qu'ils sont associés à la triade, mais finalement c'est une organisation à part, les Lanternes Rouges, une association de femmes qui l'envoient en mission. Ils lui disent là s'il va accepter un contrat pour aller aborder un train qui roule en Sibérie et qui est plein d'or. C'est l'or c'est le trésor du tsar Nicolas II qui vient d'être assassiné là, parce qu'on est en 18 là, c'est après la guerre mondiale, là, c'est le chaos. Ouais. La révolution russe, ils ont tué le tsar. On sait pas si on est après Pâques, par exemple. faudrait voir. Les dates de ces choses-là sont quand même disponibles assez facilement. Sont connues, je pense. Ouais. Puis après ça, les sympathisants du tsar ont mis tout le trésor sur un train puis ils l'ont chippé sur la voie ferrée. Voilà, ils le font rouler là sans arrêt là, pour éviter qu'il se fasse prendre. Puis dans un train blindé. C'est beau. 7 juillet 1918. OK, bon au moins Corto est habillé de saison. Puis là il va se commencer un voyage là accompagné de son chumé Rasputin. Qui est comme son ami et son ennemi à la fois. Ouais, c'est parfois même dans la même case. Ouais, c'est la relation d'amitié la plus bipolaire qu'on peut voir dans une BD. Amour-haine là, c'est ça. Ah ouais, mais oui, c'est ça. Ça va même au-delà de ça là. Puis dans son aventure, le Corto va s'opposer là, à toutes les forces en présence là, dans ce pays qui est maintenant un peu déchiré là, assez déchiré par la guerre. On peut dire ça. Puis là, c'est ça, il va se confronter à différents généraux là, puis ouais, ça, il y a tout est éclaté là, tout le monde a sa petite armée, tout le monde, il y a des petits roitelets, là, ils ont toute leur petite armée, leur petite affaire, ils veulent tous leurs petits intérêts chacun. C'est ça, des intérêts très pécuniers puis des intérêts là plutôt patriotiques là, voire même une espèce d'envie de légende là, parce qu'il y a un personnage là-dedans, le baron Ungern qui se prend pour Genghis Khan. Ouais, n'est plus ni quand même. C'est pas faut quand même l'assumer, hein. Se prendre pour Genghis Khan, ça se fait pas de même, là. Ouais, mais il vit bien avec tout le temps ce baron-là aussi. Il consulte toujours des voyants, là, pour savoir comment ça va aller sa vie. Puis il demande toujours combien de temps il reste à vivre, là. Puis toujours 1 an, 2 ans. Puis lui, il est bien correct avec ça. C'est ça, oui, hein. Tant qu'il réussisse à faire son empire. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est ça, il va vivre peut-être 1 an. Il est comme un death wish, là, c'est comme ça le dérange pas. Là, fait que, il va couler beaucoup de sang. Là, à fond la caisse. Mais il va faire quelque chose de remarquable. Ouais. Fait qu'il vit bien avec ça, lui. C'est spécial parce que c'est un mégalo. Hein? Déjà. Puis il va tuer la gitane à bout portant qui est pas capable de dire s'il va réussir à faire son projet. Et là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ça y est, je vais le mettre dans le camp des méchants. Ce bonhomme-là, c'est certain. Puis à la fin, Corto Maltese arrive et comme d'habitude, il flotte au-dessus de tout ça dans un nuage de tabac. Et la fin de la relation avec le baron Ungern
Ben, finalement, c'est des chums, puis salut, puis ça finit comme ça, puis... Moi, là, Oui. je pense que Corto Maltese, là, c'est comme un peu Mesmer. Ouais. Parce que tout le monde veut toujours le tuer. Puis finalement, il est bien smart. Puis dans Le Soleil de minuit aussi, il l'arrête. Non, c'est correct, tu faisais juste essayer de te sauver, c'est bien beau. Son meilleur ami veut toujours le tuer. Celle qui l'engage veut le tuer. Mais finalement, elle l'aime presque. Tu sais, il y a comme une... Je pense que c'est Mesmer. Tout le monde l'haït, mais il fait comme hypnotiser les gens. Genre, je suis ton meilleur ami. Puis merci de préciser parce que là, quand t'as dit il est comme Mesmer, tout le monde veut le tuer. Est-ce que tout le monde veut tuer Mesmer? Ben non, Il y ferait avait- pas ça tout de même. Il y avait comme un point, puis c'était comme une Oui, non, mais explication. Ouais, c'était j'ai pas- eu peur un instant. Non. Ouais, je pense qu'on l'aime, on l'aime pas, là, mais c'est correct. Ben là, on ne tripe pas non plus. Fait que... c'est ça, je pense que Corto Maltese a un don d'hypnose. Ben oui, mais je pense qu'il y a un espèce de pouvoir de séduction. Très tout le charismatique. temps. Ouais, charismatique. Tu sais, il y a du... Il séduit hommes tu veux et te mettre femmes. chum avec, tu sais. Ouais. Tu veux te mettre chum avec, même si tu sais qu'il va te... Tu sais, il pourrait te... Tu sais, il pourrait te sacrer là, puis il pourrait peut-être pas te tuer, là, mais il pourrait te lâcher à la dernière... Tu sais, Il est pas de fiable. même, mais il est pas fiable, mais tu sais, s'il te laisse là, tu fais quand même... Mais c'est pas grave, je l'ai connu, tu sais. Je suis content de l'avoir connu quand même s'il m'a sacré là. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, ouais. Il y a un drôle d'aura. Ouais. Ben moi, ça m'a dérangé un peu, là, tout ça, là, parce que ça en fait un personnage qui a pas vraiment d'adversité, là, jamais. ça, Puis il est- ça l'a rendu, je dirais, froid un peu, là, ben, froid. Non, mais, tu sais, il y a... Ben, je trouvais Ça le rend plate. qu'il était Ouais. unidimensionnel. Il est là, puis tu le sais qu'il va vivre, puis que ça va bien aller. Fait que j'avais pas le choix de regarder ailleurs. Je trouvais que le personnage de Rasputin, qui a l'air Il a l'air de- d'une vieille mop, avait beaucoup plus de piquant. Mais tu sais, ça va. Là. C'est correct que ce soit Corto Maltese devient le vecteur du récit, fait que on s'entend là-dessus. Mais je suis pas prêt à dire moi que il est super cool, puis tout le monde l'aime. C'est pas un peu le regard du lecteur, je sais pas. C'est comme Corto Maltese, c'est comme on dit, c'est un peu l'avatar du créateur. C'est un peu lui qui se projette dans ce personnage-là. Dans le fond, c'est l'auteur qui... C'est le point de vue de l'auteur. Ouais. Tu sais, l'auteur, il aurait aimé ça, lui, faire toutes ces histoires-là. Tu sais. Mais là, je pense qu'il faut spécifier quelque chose. Vas-y. Que notre animateur François Anger, Vas-y. toi, t'aimes ça beaucoup, là, Corto Maltese. Ben, t'as aimé ça. Tu trouvais ça bon. Moi, j'ai aimé ça. Puis Non, nous, non, mais moi, nous j'ai aimé ça. on est plus dans la mi-figue que dans le mi-raisin. Là. Tu sais, Ouais, nous c'est autres, ça. les trois autres, on sait pas trop. On peut pas dire qu'on a Ben, vraiment. attends, par contre, je suis aimé. d'accord pour dire que des raisins, c'est meilleur que des figues. Mais ça, c'est un autre C'est affaire. un autre débat. Fait que, tu sais, on a comme ici, là, Ouais. pas une confrontation, mais toi, tu défends Corto, là. Ben oui, Ouais. oui, je le défends. J'ai trouvé ça. Oui, j'ai trouvé que c'était un univers le fun à. C'est le fun d'entrer là-dedans. Tout ça, là, justement les factions, la post-révolution russe, post-première guerre mondiale, tout ça, là, les nouveaux pays, des coins inexplorés, c'est des histoires qu'on voit pas souvent. C'est des espèces d'aventures un peu éclatées avec des toutes sortes de personnages, des choses, tu sais, toutes sortes des environnements intéressants, le contexte aussi. Tu sais, c'est souvent, c'est très ancré dans la réalité. Tu sais, c'est jamais des histoires inventées. C'est Tintin, c'est ça. Tintin, c'était inspiré de faits réels. Tu sais, il prenait des événements, mais Corto Maltese, ça se passe clairement à ce moment-là dans l'histoire avec ces personnages-là qui ont existé pour vrai. Mais là-dessus, moi, je suis beaucoup aimé parfaitement ça. d'accord avec toi. Là. La recherche autour de ces livres-là est phénoménale, puis c'est très agréable à lire. Juste de voir les casques que portent les Russes, là, un mélange d'œufs Fabergé. C'est des beaux puis casques. le micro, là, c'est vraiment super. Puis le problème, c'est que je pense que nous, ce qui est arrivé, vu qu'on connaissait peut-être un peu moins la série, c'est que ce qui gravite autour de Corto Maltese, ça allait, mais le personnage, je pense que prétendument la meilleure BD en Sibérie, la BD n'a pas réussi à nous le vendre, ce personnage-là. Ouais. Chose qui, surprenamment, moi, c'est beaucoup plus réalisé dans l'autre, dans la pire BD, Sous le soleil de minuit. Je trouve que le personnage m'était plus sympathique. Hein? Mais c'est vraiment très personnel. Il y a aussi, je pense que une grosse partie de peut-être de la renommée de tout ça, c'est le style aussi, le dessin qui garde. Je vais vous dire ce que vous voulez, c'est magnifique là. Ah ouais, Oui. absolument. C'est
Le dessin est magnifique, le style en noir et blanc comme en très couleur. unique, en noir et blanc. Ouais, ça existe également en version couleur. Et je pense que ça a pas fait un gros tollé comme dans Tintin quand ils ont recolorié les soviets. Parce que ça existe dans les deux styles, mais en noir et blanc, là, c'est magnifique. En couleur, ça vaut la peine. Ça donne un petit... Moi, je trouve que ça donne un petit peu plus de facilité de lecture quand même, mais... Surtout quand en Sibérie, ça se passe vraiment en neige, fait qu'il y aurait peut-être pas eu tant de trucs, mais il y a quelques scènes à l'intérieur qui auraient pu donner des places à des couleurs intéressantes aussi. Là. Mais moi, je trouve que le style, les noirs, tu sais, c'est en noir et blanc, mais en vrai, de vrai noir et blanc. Les noirs sont très noirs. Il y a des grandes zones de noir. C'est vraiment magnifique. Là. Le style est super beau. C'est pas qu'on joue dans soit la masse de noir ou soit dans l'espace négatif aussi, là, puis on se promène entre les deux. Là, ça, c'est quand même effectivement très bien fait. Un truc que j'ai remarqué, justement, le style, les personnages sont très... quelque chose de très fluide, quelque chose de très pas abstrait, mais quelque chose de très naturel dans le dessin, alors que les trains, dès qu'il y a quelque chose qui est un peu technologique, un train, machines, c'est hyper détaillé. Ouais, ça m'a plu beaucoup. C'est spécial. J'aimais beaucoup ça. Ça m'a ancré plus dans le récit parce que il y a vraiment hyper détaillé. On pense notamment au gros canon du général Semenov qui semble-t-il a quelque chose à régler avec lui-même avec ce gros canon-là. Ah, il est très bien fait. Mais il dessine bien les femmes aussi. Ouais. Son dessin... C'est langoureux comme dessin, je trouve. Oui, parce sensuel. Que juste Corto Maltese, il émane, là. Je pense que tout le monde tombe en amour avec lui. Les femmes comme les hommes, peu importe, là. C'est pour ça qu'on veut pas le tuer au final, là. Ah ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est beaucoup ça l'attrait de la série, là. Il y a tout ça, là. Une espèce d'enrobage autour de ça, il y a un peu une espèce de fumée un peu, là. Ça fait intéressante là-dedans, je sais pas, il y a... Un nuage de parfum. C'est peut-être pour ça qu'on a moins aimé. On le sait que Corto Maltese n'est pas uniquement à nous. Il faut le partager. Ouais, c'est ça. C'est comme une peine d'amour en même temps. Puis en même temps, j'ai le nez fin, là, avec toutes ces odeurs-là. Ouais. Ça a été difficile. Là. J'ai toussé tout le long que j'ai lu ça. En tout cas, moi, Corto Maltese en Sibérie, j'ai aimé ça. C'est sûr que c'est des très longues histoires. Hein. C'était publié... je trouve le premier, là, la première aventure, qui est la balade de la mer Salée. Écoute, ça dure quelque chose comme, c'est quoi, 160 quelques pages. Ah oui, on est sorti de notre petit 42, là. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est des grands récits. C'est quasiment littéraire. Tu sais, il y a ça aussi, je pense. l'année passée à le lire. Il y a ça, c'est littéraire. Tu sais, ça a un peu l'envergure d'un roman. Tu sais. C'est pas juste une BD de... On sent, par exemple, la parution dans un journal, là, parce que souvent, moi, je trouvais que c'était à coup de petites histoires. On tourne la page et hop, soudainement, on a changé de lieu, mais c'est bien parce que si on les voyait marcher pendant une éternité, ça serait plate, mais c'est grand, la Sibérie. Mais c'est assez grand, oui. Mais on sent, là, qu'on a passé une semaine, je sais pas, tu sais, donc, Hugo Pratt ça c'est pour Corto Maltese en Sibérie. Hugo Pratt est décédé en 95 et il y a personne qui a repris la série. Sauf que en 2015, donc pour les 20 ans de les 20 ans de sa mort, Casterman a redonné les rênes de la série à Juan Diaz Canales, que vous connaissez peut-être si vous suivez la BD comme l'auteur de Black Sad. OK, oui. Le détective chat dans des aventures avec des animaux. Très anthropomorphique, c'est une des bonnes séries là. C'est très bon ça. Récentes, là. Grosse face de chat noir. Ouais. C'est vraiment très bon ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu encore. Détective chat. Non, c'est vraiment bon. C'est une série de détectives qui se passe dans les années 40-50 là. C'est film noir un peu là. Ouais, on parle beaucoup de le nucléaire, tout ça, les conflits de race aux États-Unis. Il y a tout le temps ce fond-là. Le dernier album, c'est sur la Beat Generation. Donc, cette époque-là. Donc, Canales qui a repris le scénario et le dessin est de Ruben Pelejero. Et ça a donné l'album Sous le soleil de minuit qui est paru donc en 2015, qui est, selon l'Internet, le pire album. On va quand même mettre un bémol. Ouais. C'est pas... quand on parle de pire, souvent dans les albums, dans les séries qu'on a fait cette année, le pire album avait vraiment des notes de schnout là pour parler clairement.
tu sais, le Astérix là, qu'on a fait. Parle-moi-en plus. Qui est épouvantable. Il y avait vraiment des notes de épouvantables. Celui-là, c'est quand même très respectable. Là. Et c'est rare parce que souvent, les mauvaises notes allaient, à des auteurs autres que ceux à la base, là. Ouais. Et c'était des reprises, alors que là, puis même qu'on s'est posé la question, c'était lequel le pire? C'était lequel le bon? On dirait que... Moi, tu vois, j'ai plus aimé celui-là un peu, mais je comprends le contexte, là. Que, c'est une reprise par des nouveaux auteurs qui refont le même style. Mais ils l'ont quand même bien je pense que fait. Oui. Là. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu le syndrome du puriste, ça? Oui, sûrement. Oui. C'est bien fait, le ton est différent, mais c'est de BD plus moderne aussi, là, ça, là, dans le timing, puis dans le format. On parle de sable bitumineux. Ben oui. C'est parfait pour le 150e anniversaire du Canada. Ben justement, sous le soleil des minuit, Olivier, de quoi ça parle, cette BD-là? Ouais, là, Corto... On est en 1915. Ouais, c'est ça. Puis là, on s'en va en Alaska. Ouais, ça commence à San Francisco. Ouais. Là, ça commence un peu bizarre. Il fait une espèce de rêve où Rasputin meurt, puis là, il le met dans le feu, puis ça le ressuscite. Ouais. Il était pas mort. Mais ça commence aussi par un rêve, hein. Corto Maltese en Sibérie. Il est aussi dans ses pensées. Ouais, t'as raison. Puis, il reçoit des lettres de son ami Jack London. L'auteur, le vrai, c'est une vraie personne. Le célèbre auteur. Le célèbre auteur de La Ruée vers l'or. Ouais. Puis Jack London lui donne une lettre à lui, puis il dit qu'il est mourant, puis tu sais qu'on s'en reverra pas, puis il demande si tu pouvais me donner un dernier service, ça serait d'aller porter une lettre à Dawson, dans la ville de Dawson, à une femme qu'il a déjà connue. Puis là, mon Corto... S'ensuit plein d'aventures. Toujours une bonne excuse pour prendre le bateau. S'en va aux États-Unis. Ouais. C'est ça, hein, lui, ça le dérange pas trop. C'est comme, OK. On dirait qu'il n'y a jamais de problème avec ça. C'est comme, OK. En route vers de nouvelles aventures. Il se fait toujours à son palazzo, peu importe. Qu'il soit à San Francisco ou en Alaska. Le palazzo suit. Le linge qu'il possède sera le bon. Là, par exemple, je ne sais pas si il est dans la bonne période estivale ou hivernale pour porter son pantalon blanc. Encore une fois. J'ai une question. Peut-être que Olivier, tu peux répondre à ça, mais en Alaska, il me semble que les arbres sont hauts pas mal pour un climat arctique/toundra. Toi qui es éduqué, là. Ouais, Je regardais les scènes extérieures, il y a des méchants gros épinettes. Oui, effectivement. On n'est pas dans la toundra là-dedans. Là. On a des forêts assez verdoyantes, mais on se déplace aussi un peu. Là. On retourne au Canada aussi. On va un peu au Yukon aussi. Peut-être que là, on se sauve la mise. Là. Mais ça se passe tout à pied ou presque. On est dans la taïga, là. Ouais. Ouais, mais on est clairement pas là-dedans dans ce qu'on voit là, c'est comme plus la forêt verdoyante. Écoute, c'est deux Européens qui ont fait ça, ils pensent qu'on reste tous dans des chacs en bois rond. On va leur laisser une. Tu sais, au moins il y a pas de personnage qui sacle rien là, tu sais, fait que c'est déjà. Il y a quand même. Non, mais on n'aime pas les autochtones, là, on est comme racistes envers les Inuits. Mais c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé dans cette BD là, c'est que ça aurait pu être une aventure de Black Sad. Parce qu'il y a les préoccupations de l'auteur qui sont un peu les mêmes que dans les BD de Black Sad. Justement, il y a les relations entre les races, l'écologie, qui sont des thèmes qui sont beaucoup abordés dans Black Sad. Je pense qu'on aurait pu prendre ce scénario-là, faire une aventure de Black Sad avec, en changeant quelques trucs, bien sûr. Ouais, genre les humains, c'est en changeant tout le monde des animaux, là. Des animorphes. D'ailleurs... Je trouve que les personnages qui sont autour de Corto Maltese, encore une fois, dans cet album-là, sont très intéressants. Il y a un peu le même genre, encore des seigneurs de guerre. Il y en a qui se prend pour Robespierre. Une espèce d'Inuit qui se prend pour Robespierre. Il y a un autre Inuit qui est très éduqué, qui est scientifique. Tout le monde. Ouais, c'est vraiment cool. Il y a le boxeur au cœur tendre. Il y a tout, vraiment. Il est tellement en amour. Ben oui. C'est des personnages qu'on voit à peu près 10 pages. Après ça, ils meurent. Ils meurent, puis après ça, on passe à un autre personnage cool. Pendant 10 pages, puis là, il meurt. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. À la fin, c'est il y a une espèce de commando de prostituées. Ouais, ben oui. Ils meurent tous. Mais là, on vend les punch. Dont les fusils font crac, 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 oui. crac, crac. Ouais, tous les fusils font crac. Il y a des bons onomatopées. Il a acheté des bons onomatopées. Il s'est acheté ses onomatopées à lui. Puis il les a brevetés. Ouais. Mais quand on se promène dans la forêt, vraiment, là, les dessins, encore une fois, là, vraiment les dessins sont très beaux. Ouais. Le style rappelle beaucoup Hugo Pratt, mais on sent que l'auteur, tu sais, que c'est pas copié nécessairement. C'est dans le style
mais c'est pas nécessairement copié. Et Corto se Très ressemble beau. beaucoup. Ouais. Ouais, ça ressemble beaucoup. Même charisme. Non, c'est très intéressant. Ça a peut-être pas le souffle littéraire des autres bandes dessinées. C'est moins long déjà. Ouais. Mais c'est comme c'est une BD. C'est une bonne BD. C'est peut-être pas aussi. Il y a peut-être un truc de puriste là-dedans. Mais je comprends ceux là qui émettent du Corto genre en Sibérie là, de lire ça puis de pas retrouver de pas retrouver ce qu'ils apprécient. Puis d'un autre côté, moi dans un œil de lecteur là, plus moderne, là, ben j'ai préféré Le Soleil de minuit. Et que t'es moderne. Je le dis là. Moi aussi. On parlait de personnages avant de terminer l'émission. On parlait de personnages un peu intéressants dans cette BD là. Pendant quelques pages, on voit la police monter. On est au Canada, on voit la police monter et ils sont quand même assez intenses. Ils tuent sans problème. Hein? Oui, c'est la justice sur place. C'est pas la police montée qu'on connaît d'habitude. La police montée dans la balade dans Dalton. C'est pas celle-là. C'est un autre police montée. Ils prennent moins de thé puis ils tuent plus de monde. Tu sais, c'est pas comment on voit les Canadiens des fois à l'étranger comme très gentils, très polis. Là, eux autres. Je trouve qu'il y a des bonnes répliques aussi. Tu parlais de Tay, là, il y en a une où en tout cas, faudrait que je la retrouve là. Mais il y a des bonnes répliques. Point final. Absolument. Donc, au final, on peut dire le pire est bon quand même. Oui, je trouve bien correct. C'est la première fois de la saison, moi, qu'il y a cette polémique de supplanter le meilleur par le pire. En même temps, t'as passé le 3/4 de la saison d'un cercueil. C'est vrai. C'est ça pour Corto Maltese. En tout cas, très intéressant. Moi, j'ai bien aimé ça. Je pense que je vais continuer de lire la série. J'ai bien aimé ça. Il y en a un nouveau qui sort là, très bientôt. Equatoria, le nouvel album de Corto Maltese. Encore la même équipe, Canales et Pele Halo. Donc, ça risque d'être très intéressant. Ça va sortir à la rentrée, comme ils disent, dans les milieux. Moi je l'ai dit. Dans ces milieux-là. Là. Ouais, moi, je l'ai dit. Toi, tu le dis professionnellement. Ouais. T'es payé pour dire. Je suis payé pour dire à la rentrée. Ouais. Guillaume n'est pas là ce soir, vous avez peut-être remarqué. Mais non. Mais d'habitude, il fait toujours la pastille de goût. Oui. Moi, je dirais peut-être de l'eau salée. Oui. Oui, moi, pour le mauvais jeu de mots, je prendrais un Porto avec du mal dedans, un Porto maltais. Ah, ben c'est super. Olivier Morissette, merci. Merci, François. Tania Beaumont, merci. Ça fait plaisir. François Jean, merci. Merci à toi. Je suis François Anger, facebook.com/RGCKRL. On est sur iTunes, téléchargez la balado, #matraquemolle. On se revoit la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Suivi du Matraque Molle party. Oui! Hey!